Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek in Storia. Salut Cyril, ça va? Très bien, ce fut laborieux le lancement, mais on a réussi. Ça fait 47 minutes que nous travaillons à lancer Ah le oui. live, qui n'est pas un live, parce que ça ne fonctionne pas. Puis l'enregistrement, qui a foiré 5 ou 6 fois d'affilée, aucun appel ne fonctionnait, rien ne se passait. Cyril, je me disais avant qu'on se reparle ce soir, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré une émission, ça fait si longtemps que je réfléchissais, que j'avais déjà préparé l'introduction d'une émission il y a quelques mois, aux événements qui s'étaient passés. Donc je vais utiliser cette même introduction, sauf que elle va être complètement datée. Elle a 6 mois de retard, à peu près, non, un peu moins de 6 mois, 3 ou 4 mois de retard. Mais bon, peut-être qu'elle fera quand même son effet. Cyril, William Shatner, premier Hall of Famer de la WWE à aller dans l'espace. Un petit avis? Ah bah écoute, grand bien lui fasse. Non mais c'est rigolo, c'est le clin d'œil. Après, je pense que ce qui est assez marrant, c'est que tous les médias français sont passés à côté du clin d'œil. Ils n'ont pas pigé pourquoi ils avaient envoyé un autre vieux dans l'espace, quoi. Donc c'est assez rigolo. Bah après, ouais, la boucle est bouclée, quoi. Il a fait rêver des milliers de gens qui ont travaillé sur la fusée actuellement, et puis bah pour le récompenser, on l'envoie voyager une dernière fois dans l'espace. Je ne suis pas du tout d'accord, mais Ah je ouais? ne m'étendrai pas dessus. J'ai eu Oui, suffisamment de mais problèmes t'es sur un les réseaux gaucho sociaux à capitaliste, ce propos. voilà. Voilà. Oh, De quoi tout de va-t-on suite. parler aujourd'hui, pardon? Eh ben, d'un sujet relativement compliqué, j'ai monté mon micro beaucoup trop haut. Attention. C'est bien, on dirait un chanteur de death metal. Oh là 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 là. On va parler aujourd'hui des parallèles historiques que fait Star Trek en général. Donc, on a demandé à pas mal de gens de venir nous faire un petit topo sur le parallèle qui l'a le plus marqué, à savoir sur quelle est la référence historique qu'évoque Star Trek, soit dans la série, soit dans un film, soit Hmm, dans un épisode précis. Voilà. d'accord. Comment tu veux commencer? Est-ce qu'il y a des choses? Ben, avant de commencer, je pense que on peut commencer par Dragor, la petite capsule de Dragor, qui va faire une super intro. Il nous a fait notre intro, donc on va le remercier. Merci Dragor. Et du Merci coup, Thierry. je la lance. Bonjour tout le monde. Bon, alors je vais pas énumérer les diverses transpositions d'événements contemporains dans Star Trek parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup, dans le sens où c'est pas vraiment ce que je recherche dans la SF. J'ai l'impression qu'à une époque où la science-fiction était dénigrée et considérée comme une sous-littérature, on a cherché des moyens de lui donner des lettres de noblesse. Alors on a dit ah mais regardez, la SF elle a prédit les fusées spatiales, les sous-marins et les cartes de crédit. Mais ça suffisait pas parce qu'il fallait faire du Zola, du Hugo, du Balzac, qui parlaient de leur propre époque en y apportant leur regard critique. Donc on a dit, ok, la SF ça transpose, ça fait pareil mais en racontant notre époque à travers une société futuriste. Comme si imaginer un autre univers avec ses propres règles, culture, histoire et événements, c'était pas un exercice intéressant et pertinent en lui-même, quoi. Alors vous allez peut-être me donner tort si vous faites une énumération, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de transposition d'événements historiques dans Star Trek. Il y en a, c'est évident, mais comparé au nombre de films et d'épisodes, ça se réduit à pas grand-chose. Mais là où je trouve que la franchise a fait fort, c'est que quand elle en a fait, elle a réussi à s'en détacher. Les événements contemporains sont plus une source d'inspiration et les scénaristes essaient d'en retirer quelque chose d'intemporel. Enfin, par exemple, Star Trek 6 Terre Inconnue. C'est difficile de dire non, c'est pas une allégorie de la chute du mur de Berlin 3 ans après Tchernobyl, hein. Les deux superpuissances en guerre froide, l'explosion de Praxis, la négociation de paix, le procès stalinien, le goulag sur Urapente, la difficulté de passer outre des décennies de méfiance mutuelle, bon. Mais le film a pas besoin de ça pour être un bon film. Il est intéressant en lui-même. D'ailleurs, j'ai réécouté l'émission qu'on a fait dessus avec Star Trek pour les nuls, et on parle du film pendant 2 heures sans vraiment évoquer le parallèle. Donc finalement, voilà, je cherchais à être intemporel dans le propos. Pour moi, c'est justement en partie ce qui fait que Star Trek, même parmi les plus vieux épisodes, on trouve qu'ils sont encore pertinents aujourd'hui. C'est génial. Bon, il nous a un peu foutu en l'air notre émission quand même en disant moi ça m'intéresse pas ce que vous dites. Non, je plaisante évidemment. C'est une fois de plus, on note à quel point la Star Trek a été subtile au fur et à mesure des années qui ont passé pour parler de certains sujets quand même. Comme il dit, ben, bon, on l'avait dans la liste, hein, le sixième film, c'est
extrêmement évident, mais c'est vrai que ça fonctionne. On s'est pas fait au chausse-pied, c'est pas rentre-dedans, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, si on ne connaît pas les événements, on ne peut on ne se dit pas qu'est-ce qui est en train de se passer, je comprends pas. Si on connaît les événements, on se dit pas il va se passer ceci, il va se passer cela. Les choses sont ouais, subtilement faites. Comme de manière générale, en fait, même quand on parle pas d'événements contemporains à la série, quand on parle de concepts généraux, par exemple lorsque TNG parle d'écologie, on ne voit pas des arbres en train de pourrir. On nous dit non, l'espace est en train de se déformer à cause des vaisseaux spatiaux, machin. On comprend ce qui veut être dit d'une manière assez subtile, je trouve. Et là où je suis d'accord aussi avec Dragor, c'est avant de commencer, parce que nous on va en parler, mais il y a aussi ce côté du spectacle qu'est Star Trek. C'est-à-dire qu'avant toute chose, Star Trek, ça reste un divertissement. Ouais. Nous, on aime bien creuser, retrouver des choses, des parallèles, des liens, des caméos. Mais avant tout, c'est un divertissement. C'est là pour passer un bon moment. Et on peut très bien passer à côté de toutes les références que propose Star Trek sans passer à côté de l'histoire. C'est pas gênant. Et là où j'ai trouvé intéressant ce qu'il disait aussi, c'est que finalement, dans les films, il n'y avait pas, à part sur Retour sur Terre, il n'y avait pas tant de messages que ça. Il n'y a pas tant de parallèles historiques que ça dans tous les films Star Trek, quoi, qui restent quand même des films à spectacle. Ouais. Alors, j'y ai réfléchi. Il y a quand même quelques trucs. Alors, attends, je me suis listé parce que tu avais listé les films. Tu veux qu'on commence à parler des films? Eh ben, allons-y alors. Ben, sur Star Trek 1, qu'est-ce que tu dirais, toi? Sur Star Trek 1, je n'ai pas particulièrement de parallèle historique, ni même sur le deuxième. Bon, après, il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais c'est pas le sujet de l'émission. Par contre, dès le troisième, moi je me demande s'il n'y a pas un contexte via la guerre froide et la peur de la bombe nucléaire qui est représentée par flûte, j'ai perdu le nom de la bombe Genesis. Oui. Enfin bon, dès le deuxième film d'un côté. C'est vrai que le deuxième et le troisième film là-dessus. Je me dis, est-ce que c'est pas un truc de la bombe nucléaire? Je sais pas, parce qu'on est quand même en plein dans la fin de la guerre froide. Mais on est sur le côté aussi, effectivement, tu as raison, sur le côté du développement de l'arsenal nucléaire. Chaque pays veut avoir sa force de dissuasion, quoi. Et c'est à celui qui invente la plus grosse bombe. Néanmoins, le truc, c'est que Genesis n'est pas présenté de cette manière. Genesis est vraiment présenté comme quelque chose d'un peu étrange, mais de plutôt positif à la base. Il se trouve que ça foire. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Voilà. Il peut aussi y avoir sur ce parallèle avec le nucléaire, c'est-à-dire on est dans une période où tout est nucléaire, donc c'est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose, et entre de mauvaises mains, ça peut être une mauvaise chose. C'est-à-dire que les Klingons ne voient que dans Genesis une arme redoutable. C'est vrai. Voilà. Donc moi j'avais pensé à ça à la base pour le troisième film, et c'est vrai que c'est évident que dès le deuxième film aussi. Pour le quatrième film, Retour sur Terre, dont tu parlais il y a quelques secondes, évidemment c'est le démarrage des gros mouvements écologistes. L'écologie existait déjà, je me suis déjà fait un peu allumer sur certains forums. Oui, l'écologie existait avant les années 70, évidemment, mais c'est à cette époque-là qu'il y a une véritable montée du mouvement écologiste dans le monde, et Star Trek y répond clairement. Là, pour le coup, c'est pas juste un thème abordé, c'est ce qui est en train de se passer. Et à nouveau, on retourne sur ce sujet de la guerre froide. Bon, là, c'est plus le clin d'œil, mais avec Chekhov qui demande Do you have nuclear vessels? Enfin, ça c'était assez marrant. Et il y a aussi la naissance de toutes ces ONG plutôt écologiques, hein, Greenpeace, tout ça. C'est peut-être début des années 70, il me semble. Hein. Probablement, je n'ai pas recherché, mais voilà. Mais là encore, une fois de plus, contrairement à ce que je viens de dire à l'instant, ça reste peut-être plus une mouvance qu'un parallèle historique, ouais. C'est pareil, je pensais au fait d'explorer les fonds marins, qui devient un enjeu de notre décennie à nous, et qui est quand même évoqué dans Star Trek, mais ça reste une référence et pas un parallèle historique, effectivement. C'est vrai. Peut-être que je me suis planté. Bon, c'est pas grave.
Arrive le prochaine fois, on 5e te paye. film. Là, pour le coup, c'est un parallèle historique, vu que ça a été complètement assumé par Shatner. C'est la limite bigoterie de certains Américains et la montée des sectes des télévangélistes aux États-Unis. Là, enfin, vu que c'est clairement dit par le scénariste, réalisateur, je pense qu'on ne peut que accepter ce qui a été annoncé. Voilà, Sibok est un télévangéliste qui télévangélise. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais c'est le terme. Je ne sais pas comment ils fonctionnaient les Il fait ça, télévangélistes. il fait sa Voilà. prédication, on appelle ça une prêche. Il Mm. fait sa prédication, sa prêche via la télé. C'est les télévangélistes. Voilà. Voilà. En plus, tu peux, via ta télé, avec ta télécommande, avoir les sacrements et tout. C'est assez balèze. C'est Euh, c'est cool. donc, tu disais Star Trek 6 éventuellement. Évidemment, Star Trek 6, mais Dragor l'a dit dans la capsule, la chute de l'URSS, euh, Tchernobyl, tout ça. Là, ouais, c'est clairement le parallèle. Et peut-être, honnêtement, à part dans les films de la KTL, je pense que c'est le parallèle le plus in your face. Néanmoins, une fois de plus, comme l'a dit très très bien Dragor, c'est suffisamment subtil, donc c'est contrairement au in your face que je viens de dire. Je suis un peu fatigué, hein, désolé. Ah, mais pareil, on doit le voir à mes yeux. C'est pas de la fumette, Non, hein, mais c'est de la fatigue. c'est la fin de l'année, d'accord. C'est la fin de l'année et Et c'est la donc, fin de la journée. ça a été très bien fait, et même, tu vois, c'est quand même super intéressant. Si tu connais la réalité historique, moi je la connais très mal, mais je connais ce que j'ai appris pendant les cours et ce que j'ai recherché un petit peu plus tard sur Internet. Si tu connais les réalités historiques, les parallèles sont. Enfin, le contraste, l'image est assez chouette, assez sympa. Mais si tu le connais pas, tu suis l'histoire parce que l'histoire est très bien écrite. Mais voilà, Star Trek, je trouve que c'est plus que normal que Star Trek ait réagi à un événement historique de cette ampleur, et je trouve ça chouette. Continuons alors. Après, je pense que tous les autres Star Trek, notamment TNG, paradoxalement, évoquent pas grand chose. Ouais, je suppose que First Contact enfin, je me dis qu'il y a quelque chose avec First Contact, mais j'ai pas su retrouver. Il y avait pas de conflit particulièrement important à ce moment-là. Enfin, il y en avait, hein, il y a tout le temps des conflits avec les États-Unis surtout, mais je n'ai pas pu faire de parallèle en particulier. J'ai l'impression surtout que c'est l'air des blockbusters, quoi. C'est ce qui est Ça a en l'air train des d'arriver. blockbusters de Star Trek. Bon, on va arriver aux séries, hein, aux séries. Et Alors, tu veux pas parler de la KTL? la KTL, c'est pareil. On est sur du spectacle, quoi. Je veux te dire. On retrouve quand même dans les deux premiers, dans 2009 et dans Into Darkness, cette imagerie, du moins très inspirée par les attentats du 11 septembre, avec la ville qui se détruit. Oui. C'est- Visuellement, c'est pas le propos du film, c'est pas un parallèle ouais, proposial, mais c'est vraiment un parallèle visuel assez marqué, je trouve. Après, Surtout sur Into Darkness. on va y revenir dans le podcast, mais par rapport aussi à Enterprise qui a été fait après le 11 septembre, à pas mal de séries, Oui. Discovery aussi, qui est une série post-11 septembre et qui évoque des thèmes comme ça. C'est Tout à quelque fait. chose qui a beaucoup marqué les Américains et qu'on retrouve dans leur pop culture, bien plus que dans la nôtre, paradoxalement. C'est Nous normal. aussi qui avons eu des attentats, des choses comme ça, par exemple les attentats de Paris, on les retrouve très peu dans notre pop culture à nous, quoi. On verra peut-être dans une dizaine d'années après. Bon, on fait rarement de la production de l'imaginaire en France. On est plus sur de la prod concrète, donc on va. Si on les évoque, ce sera au détour d'un drame ou d'un truc comme ça. Mais Ou d'un Julie Lescaut. oui, Julie Lescaut contre les terroristes. ne regardez pas Julie Lescaut. Surtout elle en plus. Ouais, voilà, c'était le pire exemple. Mais Regarde j'ai fait exprès. Joséphine, Oh non. c'est plus rigolo. Je pense Allez. au cadreur qui doit galérer quand même à chaque fois pour faire un. Oh Alors, là là, oh lolo, Allez, c'est pas TOS. correct. TOS, The Original Series. Alors, clairement, hein, là sur TOS, on a la guerre froide. Il n'y a pas à tortiller. On a cette idée de guerre froide. Le nom Enterprise n'est pas anodin non plus. C'est un vaisseau qui a servi notamment beaucoup dans les marines françaises au début, puis anglo-saxonnes et puis américaines. Salaud Et de c'est roast beef, ils nous ont volé notre vaisseau. Ils nous ont volé l'entreprise, oui, tout à fait, oui.
Et après, ils auraient pu nous voler aussi la PME, ils auraient pu nous voler. On a des noms pourris quand même en termes de bateaux. Et maintenant, ils peuvent chouiner parce qu'on leur pique leur poisson. Et- ouais. Ah oui, les roast Désolé. beef, oui, effectivement. Je cherchais avec les Américains, j'ai dit d'où on leur vole Non, leur non, poisson. les Non, les Anglais, les ouais. Anglais. Et après, ils nous font chier depuis 400 ans, là. Bon, voilà. Bon, blague à part, c'est toujours chaud parce que après j'ai envie de partir sur des parenthèses Ouais. qui vont devenir des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses, on s'en sort pas. J'avais envie de parler du Porto, voilà, vous le savez pas, mais pendant des siècles, le Porto ne pouvait être commercialisé que par les Anglais. Voilà. Ah, mais tu vois, enfin bon, bref. Les Anglais ont créé la ville de Bordeaux quand même, hein. Et C'est la deuxième pire ville du monde. Et je couperai ça au montage, mais j'ai découvert ce matin que la ville de Goa en Inde était un ancien comptoir portugais. Oh. Voilà, comme quoi les gars, ils sont allés partout. Hmm. On a aussi dans TOS, pour revenir à ce qu'on disait, dans TOS, on a aussi le fait que c'est assez rigolo, hein, c'est une série qui nous est vendue comme pacifiste, utopiste, mais Kirk se présente tout le temps plus comme un soldat que comme un diplomate. Là où Picard, Janeway, même Sisko se présenteront eux plus comme des diplomates et des explorateurs que comme des militaires de carrière, quoi. C'est quoi le parallèle historique? Bah, par rapport à la guerre froide. D'accord. Par rapport Ouais. où tout le monde est en guerre contre le grand méchant URSS, l'URSS. Alors j'ai l'impression que Starfleet à cette époque-là, en effet, plus. Alors Starfleet c'est un organisme paramilitaire, mais c'est vrai que à cette époque-là c'est plus militaire que para. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, Alors que la Discovery Fédération des... confirme hein, d'ailleurs. Oui, et alors que la Fédération des Planètes Unies, ça reste une copie conforme de l'ONU, quoi. Peut-être Oui. de l'ONU ou de l'OTAN. Tu vois, Starfleet, l'OTAN, l'ONU, la Fédération des Planètes Unies, quoi. Ouais. Bref. Bon voilà, sur TOS, c'est un petit peu dur de dater. Il y a quand même des épisodes qui sont assez marquants qui vont parler de la ségrégation raciale aux États-Unis, notamment aussi comment on a fait, des droits civiques. Pas mal d'épisodes font référence à ça. Du problème aussi du massacre des Amérindiens, avec l'épisode avec le préservateur. Ouais. Mais ça reste effectivement aussi sous-entendu, c'est jamais non plus clairement exposé, quoi. Et puis après, bon, ce qui était quand même intéressant, c'est que on est dans les années 60, donc ce sont des choses qui se sont passées proches. C'est vraiment 10, soit contemporains, soit 10 ans avant, soit peut-être 15 ans dans le passé. Bon, à part le massacre des Amérindiens, en l'occurrence, c'est beaucoup plus tôt. Mais c'est vraiment... ils parlent d'une époque qu'ils connaissent pour le coup, là où maintenant, quand on va en parler, ce sera vraiment du passé. Donc voilà, c'est très bien. Vu qu'on Alors, parle dans de l'ordre contemporanéité. chronologique, on peut parler de Discovery aussi. Alors, elle, qui est une allégorie d'un monde post-attentat, comme j'ai pu le lire sur certains articles, qui est très intéressant d'ailleurs, cet article, je vous le mettrai en lien dans le podcast et dans la version YouTube. Cette allégorie, donc post-attentat, voit en fait l'ennemi à tous les coins de rue, le traître à tous les coins de couloir. Ce qui est très différent de Star Trek. Et c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à Discovery comme ça. C'est peut-être aussi ce qui me gêne dans Discovery actuellement, quoi. C'est ce fait que on n'est plus dans un monde binaire, on est dans un monde plein de nuances, et que ça se retrouve aussi dans un monde qui est plus ou moins utopiste. Je trouve aussi que dans Discovery il y avait le thème de l'écologie, de l'urgence écologique, notamment avec dans la saison 3 le burn, le fait que Dès la première, deuxième saison avec le tardigrade, on détruit son environnement. On en parle déjà un peu. Mais c'est vrai, oui, surtout la brûlure. Et pour revenir un petit peu donc pour la brûlure, hein, sans vous spoiler, il y a un problème avec l'utilisation des moteurs de la Fédération et tout explose en même temps. Et plusieurs fois, il est fait référence dans cette saison-là que de toute façon, il y avait beaucoup trop de vaisseaux qui utilisaient beaucoup trop entre guillemets, de carburant de l'espace. Problème qui avait déjà été évoqué dans TNG avec l'usure des couloirs subspatiaux qui détérioraient l'espace, quoi. Voilà. Après, bon, le concept de l'écologie, vu qu'on parle de contemporanéité, le problème c'est qu'on pouvait déjà en parler dans les années 60, et je pense que dans les prochaines séries qui arriveront dans les 20 prochaines années, 30 prochaines années, ça sera toujours contemporain, quoi. Ce sera toujours un problème majeur.
Il y a autre chose aussi qui était intéressant sur ce côté post-attentat 11 septembre, c'est le fait que les Klingons sont décrits comme aveuglés par leur idéologie. Pardon. Voilà, c'est-à-dire que Ouais. la Fédération a affaire à un ennemi qui a une idéologie qui refuse la bien-pensance de la Fédération et qui a une idéologie jusqu'au boutiste, quitte à mourir par milliers pour prouver qu'ils avaient raison, quoi. Et j'ai trouvé que Discovery avait ce côté, on peut rien faire contre des fanatiques, quoi. Mm. C'est un problème qu'on a nous aujourd'hui sous différents formats, mais effectivement c'est pas dit direct. Ce qui est dit direct par contre sur la dernière saison de Discovery, c'est le côté post-Brexit. J'ai trouvé que le côté des Vulcains qui faisaient plus partie de la Fédération ou de la Terre qui faisait plus partie de la Fédération, c'était clairement une allégorie avec ce qui se passe en ce moment, notamment avec le Brexit. Et notamment avec des pays qui refusent de jouer le jeu par rapport aux traités dans lesquels ils sont, quoi. Je sais pas, j'ai pas regardé la série, mais je suis un peu surpris. La saison 4, j'ai pas. Enfin, la saison D'accord, bon, 3, sans vous spoiler, non, ça me dérange pas. Mais je suis un peu surpris quand même de la part d'Américains de s'intéresser à ce qui se passe en Europe. Et voilà, je suis un peu. Je sais pas, mitigé, mais il faut que je regarde la série. Après, si on regarde d'un point de vue américain, on peut aussi voir le fait que beaucoup de pays à ce jour ne suivent plus aveuglément les États-Unis comme ça pouvait être fait il y a 10 ans. En C'est vrai. disant, voilà, maintenant on vous a suivi, on s'en est peut-être mordu les doigts, ou on vous suit quand ça nous arrange. Ouais. Et c'est un peu ce que font les Vulcains dans la saison 3 et la saison 4 de Discovery, et notamment dans la saison 4 de Discovery, où ils demandent s'ils réintègrent la fédération, avoir une clause, c'est pour ça que je te parle du Brexit, s'ils ont une clause vachement proche de celle des Anglais qui leur permet de se retirer à tout moment quand ça les arrange pas, quoi. Ouais. Voilà, et c'était super Ça, c'est les intéressant. Vulcains, ça m'étonne pas. Cet épisode est super intéressant là-dessus, sur le fait que les élites vulcaines veulent rentrer dans la fédération, mais que le peuple vulcain et romulien, donc dans la nouvelle Nivar, voudrait pouvoir se dégager au cas où la fédération retournerait dans ses travers de un peu va-t-en-guerre, ou dès qu'il y aurait un problème qui pourrait mettre en danger la sécurité économique de Vulcain, quoi. Donc c'était intéressant cet épisode. Pour une fois qu'il y a un épisode intéressant de Discovery, faut le souligner, quoi. Petite taponade, voilà. Bon, dans le Lower Deck et l'autre dessin animé Prodigy, c'est pour les enfants, donc il n'y a pas de critique. Il y a des critiques de Star Trek, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas de critique. Voilà, donc on parle à un gars qui n'a pas aimé le Lower Deck. Hein, toi, t'as pas aimé le Lower Deck? C'est pas que j'ai. Ouais, oui, ça me touche pas. Voilà. Il y a des fois des blagues qui m'ont fait rire. Ouais. Et Prodigy, j'ai pas encore regardé. Je regarderai probablement lorsqu'arrivera CBS en France. Oui, je sais pas, Paramount Plus. Paramount Plus, pardon, merci. Je regarderai à ce moment-là. Alors, on va continuer un petit peu. Bon, je vais parler chronologie et là je repasse à Enterprise. Effectivement, Enterprise. Oui. C'est une série post-11 septembre et là donc on a contemporaine, vraiment contemporaine, puisque c'est pendant la saison 2 qu'arrivent les attentats. Les attentats avec une scène qui ressemble beaucoup aux attentats du 11 septembre avec une attaque de la Terre. On va laisser Beauparleur en parler, qui nous a fait une petite capsule là-dessus. Je lance la capsule. Carnet de bord du capitaine, date terrienne 1109-2001, le 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là, tout le monde se souvient de ces images et de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que c'est un événement historique, certes néfaste, mais un événement qui a marqué l'humanité et notre planète. Évidemment, cet événement a eu un impact sur la vie de beaucoup, y compris sur les Américains, puisqu'ils ont été les premiers impactés. Il est facile de comprendre les Américains et de comprendre ce qui a pu leur arriver. Cette sensation de haine, de colère, de frustration, cette envie de vengeance ou de justice, appelez-le comme vous voulez, celle de faire une justice expéditive, de punir les coupables. Et si je vous dis cela, c'est parce que si de l'extérieur on peut critiquer ces sensations, à l'intérieur on les ressent très facilement. Je vous le dis, ayant vécu quelque chose de similaire lié à d'autres événements. Le 26 septembre 2001 était diffusée pour la première fois une certaine série de Star Trek Enterprise. Star Trek et ses messages de paix, la tolérance d'autrui et tout ça, c'était plus vraiment à l'ordre du jour.
À la fin de la saison 2, la Terre subit une attaque par une alliance de 5 espèces différentes qu'on appelle les Xindis. Les dégâts sont considérables, les pertes humaines également. Quand on voit l'épisode, on se dit que c'est une attaque de folie, quelque chose de gros, quelque chose de spectaculaire. Le parallèle avec le 11 septembre est plus qu'évident, il est même fait exprès. On dit souvent de Star Trek que c'est un univers utopiste. Là pourtant, la gentillesse est finie. Fini l'exploration, fini les premiers contacts. Cette fois-ci, les humains dans Star Trek, ils veulent la guerre, et ils l'auront. Toute la saison 3 nous montre cette chasse aux Xindi, les retrouver et leur faire payer leurs crimes. La série n'est plus ce qu'elle était, elle n'est plus aussi gentille qu'elle l'a été, elle n'est plus aussi naïve, elle n'est plus aussi philosophique. Maintenant, c'est la guerre. On pourrait du coup la rapprocher d'autres séries comme le remake de Battlestar Galactica qui lui arrivera d'ailleurs en 2004, ce qui aussi fait de cette série Star Trek quelque chose de très moderne, quelque chose qui la rapporte beaucoup plus du type de série que nous avons eu à l'époque et que nous avons eu depuis. Mais Star Trek, ce n'est pas Battlestar Galactica. Une série que, au passage, j'aime énormément, que je trouve être une super série de science-fiction. Mais ce n'est pas Star Trek. Star Trek, c'est comme le nom l'indique, Star Trek. Et ce qui est beau, c'est que l'aspect belliqueux dans cette saison se calme au fur et à mesure que celle-ci avance et que la série redevient Star Trek, qu'elle retrouve son essence de Star Trek. C'est ça qui est beau. C'est qu'on ressent cette haine des personnages, nous-mêmes. C'est que nous aussi, on a envie de partir au front avec eux. Nous aussi, on a envie de faire payer les Xindi. Et peu à peu, la série va se calmer. Les personnages vont se calmer. Les personnages vont retrouver leur lucidité. Ils vont réapprendre à philosopher. Ils vont réapprendre à être des Trekiens, j'ai envie de dire. Des explorateurs. Et non des guerriers. Ce qui, d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pourrait être néfaste pour la popularité de la série, puisque du coup, elle redevient quelque chose de vieillot, quelque chose de désuet, alors que là, elle devenait mature, violente. Et que fait Star Trek Enterprise à ce moment-là ? Eh bien, elle redevient cool. Elle nous redonne ce message sympa, positif. Et j'ai envie de dire quelque chose. Si l'histoire de l'humanité est en effet remplie de choses négatives, eh ben, on a besoin aussi de messages positifs pour progresser, pour aller de l'avant dans le bon sens. Je pense que je ne dois pas être le seul à apprécier les séries qui sont un petit peu plus virulentes, mais Star Trek est important. Et ce message, il nous fait du bien. Il nous pousse à devenir des gens meilleurs. Un jour peut-être, nous aussi, nous irons là où nul n'est jamais allé. Même si j'avoue que j'ai un doute. Très poétique, très poétique. Merveilleux beau parleur. Merci beaucoup à toi de nous avoir envoyé ta capsule. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que j'avais vu l'allégorie au 11 septembre, quoi, le copier-coller, mais j'avais pas vu ce copier-coller du va-t-en-guerre américain. Ouais. Quand ils partent à la guerre, comme ça s'est passé en Afghanistan et plus tard en Irak. Exactement. Ce côté va-t-en-guerre jusqu'au boutiste et, et ce qui est peut-être sympa, finalement pour pas grand-chose, quoi. Ce que moi j'avais trouvé sympa à l'époque, alors moi j'ai un peu binge-watché cette série-là, je l'ai regardée en quelques semaines. Donc je trouvais Archer très américain pour le coup, hyper violent là dès un épisode, je me souviens, où ils vont dans une mine retrouver un mec, il lui tabasse il le tabasse et tout, et je me souviens de me dire mais pourquoi les membres de l'équipage réagissent pas, et en fait ils réagissent petit à petit. Au démarrage, tout le monde est figé, terrorisé, en colère, et puis petit à petit, comme le dit très bien Beauparleur, il commence à prendre un peu de recul et à dire non, ça c'est pas bien, ça c'est inacceptable, etc., etc. Et c'est l'équipage même qui fait revenir Archer sur le droit chemin, entre guillemets. Et oui, une fois de plus, de toute façon on sent bien que cette saison 3 elle a été écrite en entière avant d'être tourné. Bon, il y a eu des modifications très probablement pendant les tournages des épisodes. Il y a quelques épisodes filler et tout, de toute façon. Mais ça a été... voilà, c'est comment cette saison 3 montre à quel point les États-Unis ont été bouleversés par ces attentats, et le fait qu'elle le fasse quelques mois après les attentats, même après les événements, c'est presque une prédiction. Enfin bon, lorsque la saison 3 arrive, oui, la guerre avait déjà commencé, il y avait déjà des premiers mouvements protestataires et tout, mais
Star Trek a toujours ce recul en se disant, ce serait bien, comme il le dit, hein, Bob Parler dans sa capsule, on va essayer quand même de faire mieux et de prendre du recul sur ce qu'on vient de faire, sur ce qu'on est en train de faire et réfléchir un petit peu. Et voilà. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un move très très fort de la part de la production à cette époque-là, parce que euh, comment tu veux écrire une utopie alors que le monde autour de toi est en train de s'effondrer, parce que aussi bien, je me souviens plus l'équipe, mais aussi bien Berman lui-même, il était super vénère, je sais pas, mais voilà, ça a été très 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 bien fait, et surtout que c'est de la contemporanité. Pour le coup, si on parle pour en revenir aux attentats pardon, du Bataclan, je suis pas sûr que l'année suivante, les 6 mois, 9 mois suivants, les attentats, moi j'aurais été capable d'écrire quelque chose avec autant de recul. Oui, et puis ouais, c'est comme tu dis, moi ça m'avait beaucoup marqué, c'était l'épisode notamment où Archer cède à la piraterie. Hmm. Et où on commence effectivement, comme tu lui dis, à lui faire prendre le recul nécessaire pour se rendre compte qu'il va trop loin dans ce besoin de vengeance, quoi. Ouais. Après, ouais, vous avez à peu près tout dit sur Enterprise, quoi. Ouais, non, mais il est fort ce beau parleur. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a fait appel à la crème de la crème. Bon, allez, on revoit vite fait le cas de Deep Space Nine, mais on en avait beaucoup parlé dans l'épisode qui était consacré. T'en as parlé un petit peu aussi avec Star Trek 6. Deep Space Nine a un gros thème concernant la place de la science et de la religion. Alors là aussi, c'est pas des parallèles historiques en étant des parallèles, ça reste un thème. Mais Deep Space Nine est une série qui se construit dans un renouveau de l'évangélisme aux États-Unis, dans un renouveau, une reprise de puissance des conservateurs et notamment de ceux qui croient au créationnisme. Et toute la difficulté souvent du capitaine Sisko, c'est d'accorder la place qu'à la foi des gens, que peut avoir la foi des gens, par rapport à la réalité scientifique de ce que lui observe. Ouais. Donc de ne pas renier la foi ou les croyances des autres, tout en laissant la place à la réalité scientifique des choses, quoi. Ouais. Voilà. Il n'y a pas la guerre du Golfe dans ces époques-là aussi ? Il y a la guerre du Golfe, mais c'est pas. Tu vois, sur pas mal d'articles, je lis qu'il y a la guerre des Balkans aussi. C'est issu d'une guerre des Balkans. Après, la guerre des Balkans, nous, on l'a vécue par télévision interposée. Moi, j'étais trop petit à l'époque. Ouais, moi aussi, j'étais relativement petit, mais de ce que j'ai lu en préparant l'émission, elle se finit en 99, à peu près, la guerre des Balkans. Donc, c'est une guerre larvée. Il y a cette idée aussi des factions, des différentes factions bajoranes qui ont résisté face à l'ennemi oppresseur et qui, après, entre elles, se font la guerre aussi. Mais je trouve que l'allégorie... je me dis, dans les articles que j'ai lus, est-ce que les Américains avaient ce recul, même s'il y avait des soldats américains dans les troupes de l'OTAN, les casques bleus, est-ce que les Américains avaient ce recul nécessaire, avaient cette connaissance de ce qui se passait dans cette petite partie du monde qu'on nous-mêmes, Européens, on a du mal à placer sur une carte. Je suis pas sûr. Allez, let's go. Du coup, on va lancer Guigui, qui va nous parler de Picard, étant donné le Picard surgelé. Voilà. Eh ben, je lance Guigui. Salut Cyril Michael, salut, bonjour à tous. Ici c'est Guigui, je viens de me téléporter du cadran pop pour vous rendre une petite visite et pour répondre à la question que m'a posée Cyril Michael. Alors il y a une chose que j'aime beaucoup dans Star Trek, c'est ce truc de SF qui permet de faire des métaphores sur notre monde contemporain, histoire de dépolitiser, d'un point de vue partisan, les récits afin de pouvoir s'attaquer au fond des problèmes, en tout cas de les dépeindre sans passion mal placée si je puis dire. Là du coup, si je devais parler des parallèles de Star Trek avec des événements contemporains, voici l'événement de notre histoire passée et à venir qui m'a récemment interpellé. Il s'agit de ce qui se passe dans la saison 1 de Star Trek Picard. En effet, l'histoire de réfugiés romuliens qu'il faut aider ou pas, accueillir au sein de la Fédération ou pas, suite à la destruction de leur planète, le tout couplé à la montée d'une intolérance flagrante dans nos sociétés, forcément tout ça a été un écho remarqué pour moi.
Les Romuliens ici jouent le rôle de réfugiés climatiques, présents et futurs, face à des nations qui ne feront pas trop de zèle pour les aider. Après tout, ce ne sont que des étrangers. Si à cela on ajoute le cas des ex-Borg, ces êtres apatrides que tout le monde rejette, on se rend compte que la Fédération ne vaut pas beaucoup mieux que nos institutions du XXIe siècle, où les réfugiés sont souvent laissés à leur triste sort. Pour moi, que la Fédération se replie sur elle-même environ 20 ans après la Grande Guerre contre le Dominion n'est pas un élément narratif si insolite que cela. Certains fans de Star Trek voient l'utopie de la Fédération comme une chose presque parfaite qu'il ne faudrait jamais salir ou voire modifier. Je ne pense pas cela ainsi, car pour moi, il faut sans doute faire des entorses à l'image d'Épinal de certains éléments de la franchise pour raconter de nouvelles histoires. Le souci qu'on pourrait reprocher à tout ça, c'est sûrement que cette thématique, aussi intéressante et vitale soit-elle, ne soit pas assez explorée dans cette saison 1 de Picard, assez fourre-tout finalement. Tout cela n'a servi qu'à la toile de fond, qui est un prétexte pour remettre le personnage de Picard sur les routes de l'aventure. Mais en tout cas, les bases sont bel et bien là. Doit-on accueillir toute la misère de la galaxie ou pas ? Si oui, à quel prix ? Et sinon, à quel prix ? Qu'a-t-on à y gagner ou à perdre selon la solution choisie ? La série se contente de poser la question, car les réponses sont bien sûr pas si évidentes et si simples que ça. Tout ceci est forcément beaucoup moins optimiste que dans les séries des années 1960 à 1990. La Fédération des Planètes Unies, qui a toujours été une allégorie flagrante des Nations Unies, avec un petit zeste de l'Union Européenne, voit le pessimiste de la série Picard faire écho aux échecs récents des organismes internationaux pour leur gestion des crises mondiales, à l'heure où le monde devrait s'unir pour contenir le réchauffement climatique par exemple, et faire face aux migrations internationales annoncées. La Fédération dépeinte dans Picard n'est malheureusement que le reflet de tout ça. C'est pas mal intéressant parce que j'avais pas vu Picard comme ça, tu vois. On a bien fait de demander ça au commandant Guigui, qui est pas capitaine, il assume rien. J'avais pas vu qu'il y avait ce thème des réfugiés, thème qui a été pendant les 2-3 dernières années omniprésent dans notre actualité, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. J'avais pas réfléchi au fait que personne voulait de ces Borg en dehors du collectif, que personne ne voulait de ces réfugiés romuliens, anciens ennemis. C'était quelque chose qui était très présent dans Picard. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai. Alors moi, j'ai même pas fini la première saison de Picard. Donc je suis réfractaire au changement et je suis l'assume. Extrêmement mauvais ce soir pour parler des choses. Stewart avait annoncé lors de la Comic-Con de Paris, je crois, que la série parlerait du Brexit. J'ai pas trop vu les messages, mais avec ce que vient de nous dire Guigui, c'est vrai qu'on peut tout à fait réfléchir à ça, et même ce que l'on a vécu il y a 2 ans, en 2018 et en 2019, les réfugiés, c'est le moment où je vais dire des bêtises, syriens, merci beaucoup, que nous, Français, macronistes, avons laissé mourir en mer, là où la Fédération laisse mourir certaines personnes coincées derrière des barbelés. Elle a surtout laissé mourir, elle n'a pas voulu aller chercher les navettes romuliennes avant l'explosion. De ce que j'ai compris dans mon souvenir. C'était pas bien clair d'ailleurs ça. Mais oui, effectivement, c'est pour ça que Picard part, parce que la Fédération n'a pas voulu tendre la main à l'ancien ennemi. Néanmoins, moi je suis quand même assez gêné parce que par rapport à ce qui est dit à la fin de la capsule de Guigui, la Fédération, moi je fais partie de ces réfractaires dont il parle, qui voient la Fédération comme l'organisme utopiste. Pour moi, les problèmes dans l'univers de Star Trek ne doivent pas venir de la Fédération, mais des individus. C'est pour ça que j'ai été énervé dès le premier épisode de Picard en me disant c'est plus une utopie, c'est une dystopie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés avec cette série et avec Discovery également. Bon, désolé, on se change de sujet, mais je veux me justifier parce que j'en ai marre de me faire tacler là-dessus. Que l'on me dise qu'il y ait des salopards
au sein de la fédération qui ont dit non, les Romuliens, pardon, vous avez qu'à crever, non, les Borg, vous avez qu'à crever. Je peux le comprendre, mais il faut que la fédération condamne ça et pas que ce soit. On a eu une inversion des pôles, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait la fédération qui amenait des idéaux et quelques individus parsemés qui venaient piquer ces idéaux en disant non, c'est pas bien, machin truc, et la fédération via Picard disait si, c'est bien. Et là maintenant, en fait, c'est la fédération, ce grand mur qui est le mal, et c'est des individus qui viennent essayer de le picorer, et enfin, ça m'énerve parce que ça met la personne au centre de tout et non plus le groupe, l'unité comme c'était censé être dans Star Trek. Mais je suis désolé, j'ai changé de sujet. Alors, pour revenir là-dessus, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que l'idée même de l'élu ou l'idée même de l'individu qui à lui seul peut faire changer le cours des choses, c'est une idée qui est quand même très américaine, qui n'était pas du tout dans TOS, voilà, qui n'était pas dans TOS, dans TNG ou dans Voyager, mais qui commençait à poindre le bout de son nez dans DS9. Oui, mais non. Oui, mais le truc avec Deep Space Nine, c'est que tu voyais la fédération devenir quelque chose qu'elle n'était pas censée et être reprise. Tu voyais le démarrage de tout. Là, tout ce qu'on te dit, c'est il y a une planète qui explose, la fédération n'a pas bougé. Tu vois, c'est contextualisé en fait. Bon, bref. Oui, après, on en parlera sur un autre épisode parce que c'est intéressant, cette inversion de valeur dont tu parlais. Cette inversion de valeur. Mais moi aussi, je l'ai ressenti sur cette côté, sans dire que c'est une dystopie, je dirais peut-être pas jusque-là, mais sur ce côté inversion de valeur où l'individu se confronte à une bureaucratie. C'est ce que tu veux dire, quoi. À une bureaucratie et à des choses qui le dépassent lui-même en tant qu'individu. On est limite dans une société fasciste, je suis désolé. Le short Trex qui se passe sur Mars, là, avec les deux petites filles. Enfin, c'est pas. Enfin, bon, bref, désolé. Non, mais je vais m'énerver et je suis trop fatigué. On en parlera, mais moi aussi, des fois, je me demande si c'était pas la fédération le problème, quoi. Mais je vais faire une théorie bientôt là-dessus sur est-ce que c'est pas la fédération le problème. Oui, mais c'est totalement la fédération le problème dans ces nouvelles séries. Oui, voilà. Mais voilà. Mais ce qui, pour le coup, alors c'est pas un parallèle contemporain volontaire, mais c'est une preuve qu'il y a un gros problème dans nos démocraties, nos institutions. Exactement, merci de me tirer les mots. Voilà, donc quelque part ça reflète les problèmes mondiaux, parce que j'allais dire américains, parce que ce sont des séries américaines, faut pas l'oublier, mais ce sont de véritables sujets mondiaux actuellement. On n'a plus confiance dans nos institutions. À juste ou pas juste titre, c'est pas la question, c'est juste que voilà, nos séries reflètent notre contemporanité. Et en ce moment, quel que soit le pays dans lequel on vit, dans l'hémisphère nord, le peuple est contre ses leaders. Il y a une défiance, mais Star Trek, totalement, comme tu le dis, révèle pas mal ça, parce que on avait au début, que ça soit dans les séries avant 2000 et même jusqu'à Enterprise, on avait cette idée que de toute façon la fédération c'était loin. Donc eux étaient des représentants de la fédération très loin, et que forcément l'administration n'allait pas les emmerder. Alors que dans Discovery, voire même Picard, la fédération est pas loin. C'est-à-dire que elle est tangible. Ouais. Et on l'a vu aussi dans DS9, quand le peu de fois où Sisko retourne à la fédération, la bureaucratie est tangible et facilement, comme tu le dis, dans DS9 c'était vu, et facilement retournable contre ses propres idéaux pour servir à dessein des visions un peu plus sécuritaires ou fascistes. Dans Picard, c'est la bureaucratie bureaucrate qui elle aussi est manipulée à des desseins de complot galactique. Et dans Discovery, c'est le fait que dans Discovery, j'ai plutôt envie de dire, c'est le fait que elle soit une idéaliste Burnham de la Fédération qui met la Fédération dans son propre embarras, quoi. On lui a expliqué que les Klingons c'était l'ennemi, son trauma, les Klingons c'est l'ennemi, donc quand il y a des Klingons tu tires d'abord, tu réfléchis après, ce que faisait Kirk sur le fond, voilà, quoi. Et du coup la Fédération lui reproche d'être entrée en guerre alors qu'elle aurait pu, et c'est là où tu dis aussi que ça ressemble un peu à la dystopie, ou qu'elle aurait pu laisser les Klingons massacrer 2-3 planètes, c'était pas gênant du moment qu'elle perdait pas de ressources dans une guerre inutile, quoi. Ouais.
C'est un peu le reproche qu'on fait souvent à Burnham. On est à peu près d'accord sur cette parenthèse qu'on peut refermer, mais comme tu le dis, c'est un reflet de nos sociétés. Depuis des séries comme 24 heures chrono, on est sur ce, de toute façon... Depuis Friends. Non, je sais quelque chose. Friends, tout est truqué. Non, Lost aussi, on parlait un petit peu. Oui, voilà, le groupe est le problème. C'est pas l'individu, c'est le groupe et tout ce que le groupe peut générer en termes d'institution qui devient le problème. Hein. Ça fait mal à mon utopie. Voilà. Oui, mais de toute façon, moi j'aime Star Trek pour ça, c'est-à-dire son optimisme des fois un peu bébête. Je veux dire, tu regardes TNG, il y a un optimisme BA, TOS aussi. C'est manichéen à mort, quoi. Mais ça fait du bien. Pour nous deux qui sommes fans de catch, on aime le catch pour ça, parce que c'est manichéen. T'as le bon, t'as le gentil, point. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de gris. Mais c'est pour ça qu'on aime le catch. C'est que c'est basique. Et que ça rassure notre instinct primaire on a besoin d'avoir des repères dans la vie. Et dans un monde où maintenant on te dit qu'il faut mettre de la nuance de partout, on peut se sentir un peu perdu. Et c'est pareil maintenant dans des séries ou des fictions où il est gentil, mais des fois il fait des choses de pas gentil, mais parce qu'on l'a forcé à faire. Ça devient chiant parce qu'on est primaire, on est des êtres primaires et on a besoin de choses primaires. Et Star Trek répondait à ça avant que Star Trek se fasse aussi passer à la moulinette des scénaristes contemporains avec leur mystery box de merde. Petit tacle. Mais voilà, donc oui, effectivement, Star Trek, ça prend appui sur notre réalité, ça la distord, voilà, ça la transdistorsionne. C'est dans la thématique. Et ça essaye. Comment tu le dis ça en VO? Ça la transwarp. My Nivel English is airport Nivel is not very good. Dans l'idée, c'est ça qu'on voulait faire avec ce soir avec Star Trek, ce petit podcast laborieux. Et c'est l'idée aussi qu'on se rend pas compte en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que nous par exemple on a découvert pas mal de séries. Moi Enterprise, j'ai mis du temps paradoxalement avant de comprendre qu'il y avait un rapport avec le 11 septembre, étant donné que j'ai dû le voir 10 ans après. Mais c'est à peu près ça pour moi aussi. Voilà. Et bon, pour le coup. L'attaque des Xindi, non, franchement, je vais être honnête, l'attaque des Xindi avec ce gros trait sur la Californie, je n'avais pas fait le rapprochement tout de suite. C'est après, quand j'ai vu ce côté Vatangar, que je me suis dit, attends, la série, elle a été faite quand? J'ai vu la date, j'ai fait le rapprochement. J'ai fait, ok. Il y a un lien pareil. Souvent, dans un audio-livre que j'ai écrit, moi, par exemple, l'URSS, les Klingons, je les ai plutôt classés dans le communisme chinois, plus que le communisme russe, quoi. Ne serait-ce que par les traditions qu'avaient les Klingons, ne serait-ce que par les costumes qui étaient utilisés, les moustaches. Le problème, c'est que les Vulcains, les autres n'avaient pas été assez explorés dans les films précédents, donc il fallait un antagoniste fort. Bon, oui, bon, c'est un reproche qu'on peut leur donner. Bon, oui, ça marche quand même. Et surtout que le méchant s'appelle Chang, donc voilà. Pour le coup, c'est pas très russe. Et surtout, très à l'est. Hein. Mais surtout, dans l'idée de... Par exemple, TNG, c'est un des seuls reproches que je peux faire à TNG, c'est qu'il y a très peu de thèmes ancrés dans l'actualité. TNG, ça se veut assez intemporel, quoi. Ça dénonce pas beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que... Je sais pas, est-ce que c'est pas justement parce qu'on a toujours les mêmes problèmes depuis 40 ans maintenant que la série existe, 30 ans? À part le relativisme culturel et par rapport à la xénophobie ou le colonialisme, ça dénonce pas énormément de choses, TNG. Ouais, je sais pas. T'as le fameux épisode dont on parle tout le temps sur la question de genre. T'as quelques... Ouais, bon, oui, d'accord. T'as quelques perles. C'est parce que c'est du standalone. D'un côté, Voyager aussi. Ouais, après, il y a des épisodes forts. Attention, hein, je dis pas que TNG c'est mieux. Non, TNG, il y a des épisodes qui sont restés cultes parce qu'ils étaient forts et qu'ils apportaient des conceptions. Oui, c'est parce qu'on parle plus... Oui, d'accord. Mais par rapport à un DS9 qui a fait un super épisode sur le racisme,
qui est génial cet épisode et qui est une référence. TNG, c'est moins avancé, où on a moins perçu le message dans TNG que dans DS9. Voyager, j'ai pas trop de... Il n'y a pas grand-chose sur Voyager. Si, il y a peut-être un épisode là avec la pluie de météorites qui a détruit la planète de Nilix. Un épisode fort sur le pardon face à l'ennemi, quoi. Il y a pas mal d'épisodes, Oui, mais c'est des... Maintenant que j'y pense, il y a pas mal d'épisodes sur le pardon avec l'ennemi. Voilà, c'est notamment un qui concepts, ressemble à quoi. des concepts, effectivement. Notamment un qui dénonce les crimes qui ont été commis par les Américains en Vietnam et que personne ne veut vraiment se rappeler, quoi. Mais comme tu dis, voilà, c'est des concepts, c'est des épisodes forts et il n'y a pas vraiment de dénonciation comme a pu le faire DS9. Mais DS9, il y avait un cast engagé. Il y avait un cast engagé, il y avait déjà un cast relativement mature et puis un casting vachement hétéroclite. Ouais. Voilà, donc en termes de nationalité, en termes C'est vrai que pour une série des années 90... Oui. Avery Brooks aussi, qui avait joué dans pas mal de séries policières avant, donc c'était un thème qui lui était cher. Voilà. Bon, c'est à peu près tout pour notre podcast. Si on a oublié des choses, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, parce qu'on est diffusé sur... Galaxy Pop. Retard à l'allumage, un truc de Ah fou. ben non, mais du coup c'est sur YouTube qu'on fait les commentaires, c'est pas sur Galaxy Pop. Et c'est pas sur Galaxy Pop, Désolé. mais... Donc La vous fatigue. pouvez soit regarder cette vidéo sur la chaîne Star Trek Historia de Cyril, soit en l'écoutant en podcast sur les ondes de Galaxy Pop. Oh là là. Et voilà, bonne fin d'année à toi, Rémi. Va dormir, t'en as besoin. Ouais. Non, j'ai un dernier film. Alors, j'ai un concept. Tous les ans, le 30 décembre, parce que le 31, je peux pas, évidemment, je suis trop occupé. Mais le 30 décembre, je me revois un film qui m'est personnellement cher. Je me souviens qu'il y a... L'année dernière, c'était le premier Spider-Man de Sam Raimi. Il y a 2 ans, je crois que c'était le 2e film de la nouvelle saga de la planète des singes. Non, bon, je sais plus comment il s'appelle le 2e. Bon, bref, le 2e film qui est très intéressant parce qu'il est construit en scénario en carré. Bon, on s'en fiche. Et là, cette année, ce sera un film Star Trek. Est-ce que tu veux deviner lequel ce sera, Cyril? Laisse-moi deviner. Insurrection. Ah ouais, bravo. Dans mes bras. Et je me suis rendu compte. Alors, je tiens une liste. Désolé, je suis parti, ça y est. Je tiens une liste des films que je regarde parce que je veux me forcer à réfléchir à ce que je regarde en permanence. Et tous les ans, depuis 4-5 ans, je regarde l'entièreté de la saga Star Trek. Et je regarde... peut-être pas tous les ans, mais très souvent l'entièreté de la saga de la planète des singes, ça depuis pas mal d'années. Et je me suis rendu compte que cette année, je n'ai vu aucun film de la planète des singes. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai vu qu'un seul film Star Trek, c'était le 2e de TNG, par hasard. Parce que j'étais en vacances et que un soir, je ne dormais pas, j'avais une espèce de petite insomnie en vacances. Il était 1h du matin, j'étais chez des gens, j'ai allumé la télé, j'ai mis « Oh, il y a Paramount Channel » et je suis tombé sur... Il le diffuse souvent, ouais. J'ai perdu le First Contact, et qui est génial. Et je me suis rendu compte là que je n'avais regardé aucun film Star Trek et aucun film de la planète des singes. Donc je vais l'année prochaine, je vais regarder les 2 sagas 2 fois. Voilà. Remédie. Si je vous conseille un film pour cette fin d'année, c'est La Belle Verte, un film français de science-fiction à la française où il y a très peu de science-fiction mais une jolie thématique. Voilà. La Belle Verte. Oh, La Belle Verte. Voilà. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures en 2022. À bientôt. Ciao, ciao.